Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un avion qui a rétréci la Terre et révolutionné l'aviation commerciale. Je veux bien sûr parler du Boeing 707. En effet, juste après la guerre, le DC-4 effectue la liaison New York-Paris en 23h45 environ, avec 2 escales. Puis arrive le Lockheed Constellation avec un temps compris entre 14 et 16 heures, suivant s'il fait une escale supplémentaire, puisque des fois il ne fait qu'une escale et des fois il en fait 2. Quand le 707 arrive, quant à lui, il va mettre 7h30 sans escale pour rejoindre les deux villes. Mais revenons un petit peu en arrière si vous le voulez bien. Quand au mois de mars 1952, M. William McPherson Allen, président de la société Boeing, depuis décembre 1945, il va rédiger une note dans laquelle il demande à ses principaux directeurs s'il est possible à la compagnie de faire un avion de transport civil à réaction dans un délai de 2 ans, sans pour autant remettre en question la production militaire alors en cours. La société va ainsi prendre un tournant décisif, mais ils ne le savent pas encore. Boeing, depuis 1916, est un constructeur d'avions de chasse, biplan puis monoplan. Biplan, le Boeing F-2B que vous voyez en haut à gauche de la slide, et le célèbre Boeing P-26 en bas à droite. Des hydravions aussi, comme le célèbre modèle 314. Donc, je vais faire un peu de publicité, vous m'en excuserez. Je vous invite à lire mon article dans Icar sur le Boeing 314 qui va faire le tour du monde en décembre 41 à cause des Japonais. Mais ça, c'est une autre histoire. Ils font aussi des avions de ligne, quand même, donc le Boeing 247 en particulier. C'est à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale que la société, établie à Renton, donc une ville à l'état de Washington, proche de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, va connaître un développement considérable, puisque plus de 12 700 B-17, donc le B-17 c'est l'avion que vous voyez en haut à droite, et 2750 B-29 que vous voyez en bas à gauche, c'est le célèbre avion qui a lâché les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, vont sortir de ces usines. Et celles des firmes qui travaillent sous licence, puisqu'il n'y a pas que Boeing qui fabrique des B-17 et B-29, Douglas va y participer, Lockheed Vega et Marty, pendant la durée de la guerre. Pourtant, comme pour de nombreux autres constructeurs d'avions américains, la fin de la Seconde Guerre mondiale met en péril la société. En effet, Boeing, durant la guerre, avait été contraint de construire uniquement des bombardiers multimoteurs au détriment des autres types d'avions. Le contrat officiel s'arrête en même temps que la guerre et la firme se voit contrainte, à la fin de 1945, de licencier plus de 80% de ses 38 000 employés de l'époque. Elle bénéficie cependant des connaissances allemandes, comme beaucoup après la guerre, à l'issue de la guerre, en particulier l'aile en flèche. De là va sortir le Boeing XB-47 que vous voyez en photo. L'US Air Force va passer une commande. En tout, 2042 XB-47 seront construits. On peut dire que cet avion est l'ancêtre du Boeing B-52, le célèbre bombardier, mais aussi du 707. En clair, à ce moment-là, Boeing a perdu pied dans l'aviation commerciale, même si elle lance le Boeing 377. Il est basé, comme vous pouvez le voir, sur le B-29 et bénéficie des avancées techniques de ce dernier. Boeing va construire 56 de ces modèles, entre 1947 et 1950, ce qui sauve en quelque sorte la branche civile de la société Boeing, mais c'est surtout la version militaire qui sauve encore la société Boeing, puisque le C-97, c'est la même version, mais en version militaire. Il y aura même une version ravitailleur en vol, le KC-97. Les ingénieurs de chez Boeing ont bien écouté les ordres donnés par la direction. Ils vont plancher alors sur un avion à réaction, doté d'une autonomie permettant à l'appareil de faire des vols transcontinentaux. Mais on n'en est pas encore là. Boeing cherche un nom qui démarque des autres avions à hélice de la firme, puisque vous aurez remarqué que souvent les numéros sont entre 300 et 600. Donc il les exclut. Alors les dirigeants de Boeing constatent que le chiffre 7 revient régulièrement sur les autres modèles. Ils décident que les avions de ligne à réaction porteront les numéros 700. Sauf pour le prototype qui lui va porter le nom de Boeing 367-80, rapidement simplifié en Dash IT-80, afin de laisser croire que l'appareil n'est en fait qu'une extrapolation du KC-97 mais équipé de réacteurs. Le bureau d'études propose un appareil nouveau, révolutionnaire. Il va naître ainsi en quelque sorte un mix entre la structure et l'aérodynamique d'un B-47 Stratojet, que vous voyez en haut à gauche de la slide, et d'un B-52 Stratofortress, que vous voyez en haut à droite. Et vous remarquerez que les réacteurs, par exemple sur le B-52 comme sur le B-47, sont jumelés. Important pour après, je vous en parlerai un peu plus loin. Et l'aménagement du fuselage d'un 367. La voilure garde une flèche à 35 degrés, comme les avions de chasse militaires de l'époque. Une aile basse, je fais la pub pour Air France.
La voilure est rigide avec un dièdre positif. Des volets hypersustentateurs qui sont disposés de telle manière à laisser les gaz des réacteurs s'écouler. Boeing met en place 4 ailerons. Les plus petits sont montés vers l'intérieur, entre les volets, pour être utilisés durant les vols de croisière. Les plus grands sont utilisés avec les volets lors de la phase de décollage et d'atterrissage. Le bureau d'études rajoute des spoilers installés en avant des volets qui servent d'aérofrein. L'appareil est équipé de 4 réacteurs Pratt & Whitney JT3 de 4530 kg de poussée. C'est la version civile du J-57 du bombardier B-52 que je vous parlais tout à l'heure. En revanche, comme vous pouvez le voir là, ils sont placés en nacelle simple sous la voilure par rapport au B-52 comme je vous montrais tout à l'heure où ils étaient 2 par 2. Il mesure 3,35 m de large et peut accueillir 5 sièges de front. Photo d'époque. Après 2 ans seulement, donc entre le moment où le président avait demandé qu'on étudie l'avion, sort ce Boeing d'un budget de 16 millions de dollars. Il sort de l'usine de Renton le 14 mai 1954. 2 mois plus tard, le 15 juillet, à 14h14, après 3 semaines d'avance sur le calendrier et pour les 38 ans de la société, il décolle pour la première fois. Mais les compagnies aériennes ne sont pas emballées. Le Dash 80 rentre dans l'histoire de l'aviation commerciale le 16 octobre 1955. Après un décollage à Seattle, il se pose à Andrews Air Force Base, dans le Maryland, après 4h27 de vol. Il vient d'effectuer son premier vol transcontinental d'ouest en est. Boeing démontre ainsi la fiabilité de l'appareil et des moteurs JT3P. Cependant, il est très bruyant. Ça sera une bataille continue de Boeing pour atténuer le bruit. Et je vais vous montrer une vidéo que j'ai trouvée là sur YouTube. Je vous en parle d'abord. Le 7 août 1955, Alvin Tex Johnson, pilote d'essai du Boeing 367-80, vante la manœuvrabilité de l'appareil au-dessus d'une assemblée de patrons des compagnies aériennes. Donc, vous imaginez, vous avez tous les patrons de la Pan Am, etc. qui sont là. L'avion effectue 2 passages au-dessus du lac de Washington, près de Seattle, avec pour chacun un tonneau barriqué. Aux grandes dames de Bill Allen, le président de Boeing, furieux, celui-ci ne tarde pas à accueillir Tex Johnson en lui demandant pourquoi il avait fait ça. On va dire qu'il a une réponse un peu à la David Méchin. La réponse du charismatique pilote est restée célèbre. Moi, je vends des avions. En ce qui concerne le transport aérien commercial, les choses évoluent. Les Britanniques ont inauguré l'ère du transport civil à réaction dès 1949, avec le De Havilland Comet que vous voyez ici en photo. Ils ne vont pas perdre de vue que, jusqu'au début des années 50, le réacteur est toujours l'objet, pour les principaux constructeurs, de grandes réticences. D'autant que le moteur à piston est alors à son apogée et que le futur semble s'orienter vers le turbopropulseur. Alors pourquoi, vous allez me dire ? La série d'accidents dramatiques survenus au De Havilland Comet, dont 4 exemplaires furent perdus entre 1953 et 1954. Ces compagnies jugeant qu'il était urgent d'attendre. En effet, voyant que le marché civil était quand même difficile à conquérir, tout en étant en même temps certain que les commandes des aviateurs militaires seraient beaucoup plus faciles à obtenir, Boeing se concentre d'abord sur le développement de son KC-135, dont les commandes arrivent dès les premiers vols d'essai du prototype. Il sera toujours temps ensuite d'aller décrocher des contrats civils. Constamment, Boeing flirtera toujours avec l'armée. Nous-mêmes, la France, on en achètera, je vous en parlerai un peu plus tard, qui sera en liaison avec le Mirage 4, mais j'en parle pas ici. Douglas, donc ça va faire plaisir à certains, c'est en fait la concurrence qui contraint l'avionneur à abandonner cette apparence immobilisme, en disant bah tant pis, on va faire les ravitailleurs puis on verra après. Mais à ce moment-là, le 7 juin 1955, Douglas profite de sa position dominante en matière d'appareils commerciaux, grâce au DC-7, que vous voyez en bas à droite, mais vous voyez en haut le DC-3, et en dessous le DC-4, etc. Donc grâce au DC-7 en particulier, il confirme, Douglas, qu'ils se sont engagés dans la conception d'un futur jet civil plus performant que le Dash 80, le futur DC-8. Pour cela, il respecte les principaux souhaits des compagnies qui désirent un appareil au fuselage plus large, capable de franchir l'Atlantique sans escale, ce que ne propose pas le projet de Boeing initialement, même si c'était une volonté. On verra aussi silence. À son tour, dans l'aventure, quelques temps après, avec son modèle 22, baptisé d'abord Skylark 600, puis rapidement 880, un appareil certes plus petit, mais en revanche plus rapide, une vitesse élevée. Il est présenté en 56, le Convair 880 que vous pouvez voir ici là, sous la slide. Sa caractéristique essentielle est la vitesse. Il peut atteindre 965 km/h, soit 880 pieds par seconde, d'où son nom, le Skylark 880. La capacité d'emport en passagers ayant été sacrifiée au profit de cette vitesse.
Évidemment, comme c'est pas ce qu'attendent les compagnies, il connaît qu'un succès limité. Boeing est sérieusement menacé lorsque United Airlines annonce sa décision de choisir l'appareil de Douglas, le DC-8. Boeing décide de jouer son va-tout en profitant de la rivalité importante entre les principales compagnies aériennes américaines, qui souhaitent désormais disposer d'une flotte d'appareils à réaction, aussi bien pour leur ligne nationale qu'internationale. American Airlines, qui va permettre à Boeing de reprendre l'initiative, souhaitant en effet être la première compagnie à offrir les liaisons transcontinentales au moyen de jets. Elle se déclare prête à acquérir plusieurs exemplaires du Boeing 707, à condition que le fuselage de ce dernier fût agrandi et porté à 3,76 m. Cette augmentation à la fois tardive et coûteuse, qui permet une configuration de la cabine idéale, quelle que soit la catégorie de passagers transportés, est acceptée par Boeing. Mais c'est finalement quand même la Pan Am qui commande la première, signant un contrat portant sur 20 exemplaires le 13 octobre 1955. Et le 26 octobre 1958, le Boeing 707-120, donc tiré 100 et 20 pour Pan Am, je reviendrai un peu plus loin, effectue son premier vol commercial, New York-Paris, sous la couleur de la Pan Am, sans escale. Donc là, vous l'avez en photo, en dessin. Le deuxième client sera American Airlines. Donc ici, vous avez une photo de American Airlines du 707 et la version maquette, puisque on peut faire le 707 en maquette. Air France, quant à elle, commande 10 Boeing 707-320, donc les tirés 3 et 20, le 3 février 1956 et exploite l'appareil le 31 janvier 1960 sur la ligne Paris-New York. Alors les versions élaborées, en fait, Boeing va faire ça pour le 707. Vous avez pour chaque compagnie un numéro attitré. Donc quand on dit Boeing 707-100, on va dire 121 parce qu'ils appartiennent à la Pan Am, 122 par United Airlines ou 128 pour Air France. Et même si l'avion est vendu à une autre compagnie, elle garde son numéro initial. Donc pour la TWA, ça sera 707-131 si c'est une version 100. Alors là, vous avez plusieurs ailes différentes, suivant si c'est un tiré 120, un 320, un 120B, je reviendrai un peu plus loin, et les autres, donc vous avez plusieurs configurations d'ailes en fonction du modèle. Là, je me suis amusé à faire ça, alors ça m'a pris un peu de temps à mettre plus ou moins, parce qu'il manque beaucoup de compagnies où le 707 a pu voler dans toutes ces différentes compagnies. Hein, donc vous reconnaissez Air France, British Airways, la Lufthansa, Pan Am, TWA, TAP Portugal, etc. Une nouvelle version voit le jour. Elle est équipée, elle, de 4 turboréacteurs, toujours Pratt & Whitney, des JT3D. Il devient ainsi le Boeing 720-120B. Alors, il est plus sobre, plus performant, mais surtout plus économique que son prédécesseur, et un petit peu plus petit. Il effectue son premier vol le 20 décembre 1957, et la Pan Am l'exploite le 26 octobre 1958 dans le service régulier. Puis arrive le 707-220. Alors, il est identique quasiment au 120, il a juste une motorisation différente. On remarquera que régulièrement, les 707, ça va être surtout le changement de motorisation, voire un peu de modification des ailes. Donc lui, il va effectuer son premier vol le 11 mai 59. Il est destiné au pays des climats chauds et plus particulièrement pour la compagnie américaine Braniff International. Le problème, c'est que le JT4A4 et qu'il a une très forte consommation de carburant. Boeing souhaite s'attaquer aux liaisons transocéaniques sans escale. Il faut donc agrandir les ailes et surtout les réservoirs. Le Boeing 707-320 et le 420 voient ainsi le jour le 30 décembre 1955. Donc ils sont équipés de JT4A4 ou des JT3D. Hein. On ne va pas s'y perdre avec les versions, sinon on n'est pas sorti. Et le 26 décembre 1955, la Pan Am passe une commande de 14 Boeing 707-321, puisque 300, comme je vous l'ai dit, et 21 parce qu'il appartient à la Pan Am. Puis c'est au tour des compagnies internationales américaines et européennes. La France et la Belgique sont les premières compagnies étrangères à acquérir les premiers Boeing 707. 10 Boeing 707-328, 28 pour la France, et 4 Boeing 707-329, 29 pour la Belgique. Le fret aérien n'est pas en reste, et Boeing répond à la demande avec un Boeing 707-320C. Alors qu'est-ce qu'il a de différent ? Il a, c'est la même motorisation, mais il possède une porte cargo que vous pouvez en voir en dessous de là où il y a écrit Brésil. Les Anglais veulent acquérir un 707 avec leur propre motorisation. Régulièrement, c'est ce que veulent les Anglais. Ils veulent qu'il soit équipé d'un Rolls-Royce. Donc là, ils demandent un Rolls-Royce RB80 Conway.
Cependant, le premier contrat avec cette motorisation n'est pas signé par les Anglais, mais avec une compagnie allemande, puisque c'est la Lufthansa, en avril 56, qui passe une commande d'un premier lot de 4 Boeing 707-430. Les Anglais commandent quand même en octobre 56 15 Boeing 707-436, mais effectivement, la compagnie va subir plusieurs critiques pour l'achat d'avions américains au profit des avions anglais. Mais la compagnie anglaise n'a pas trop le choix, elle ne veut pas acquérir le Comet 4, même si elle l'aura un peu plus loin plus tard, car il est plus petit et moins économique que le Boeing. Le 707-420 est certifié aux États-Unis, donc ça c'est encore une autre version, le 12 février 1960, mais il faut attendre en Angleterre la modification de l'empennage. Il doit être agrandi pour satisfaire aux exigences du Royaume-Uni. En février 56, Boeing travaille sur une version -020, comme cible les compagnies sont United Airlines. En mars 56, Boeing propose sur le papier 12 configurations possibles avec des motorisations diverses, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, General Electric, entre autres. Pour satisfaire un souhait du premier client, il devient le Boeing 720, c'est-à-dire un dérivé du 707-120. En novembre 57, United Airlines passe une commande de 11 appareils équipés de Pratt & Whitney. Il est possible d'embarquer 88 passagers en première classe ou 141 en classe économique, voire une répartition des classes 30-70% pour 115 passagers. La Pan Am passe une commande de 25 Boeing 720-03. Elle est ainsi la deuxième compagnie à acquérir le 720. La compagnie représente, la Pan Am, 39% de parts de marché sur le quadrilatère commerciaux. On peut dire que c'est son client numéro 1. En tout, 7 compagnies vont acquérir le 720. Il s'agit des compagnies United Airlines, American Airlines, Eastern Air, la Fédération Aviation Administration, la Air Legions, Pacific Northern Airlines. En tout, 154 Boeing 720 sont construits. Et le dernier est sorti de Boeing civil, 707-700. Il voit le jour en décembre 79. Alors au début, il est équipé de CFM56. C'est la photo que vous voyez à droite de la slide. Il est converti en 707 3W6C avec une motorisation de Pratt & Whitney. Donc on remet des Pratt & Whitney et il sera vendu Royal Air Maroc. Conçu dans un premier temps à destination du seul marché civil, le Boeing 707 il a connu un second souffle auprès des militaires à la fin de sa carrière, celui-ci au travers de certaines versions spécialisées apparues à la fin du XXe siècle. Donc là vous voyez Air Force One, donc je vous invite à voir l'épisode de Guillaume Desion sur le Concorde où il évoque le président américain qui arrive lui en Boeing 707 lorsque Pompidou lui arrive en Concorde. Alors il y a eu beaucoup de versions militaires, là vous l'avez en version guerre électronique, donc c'est l'EC-18. Il y a eu aussi, toujours en guerre électronique, le Boeing E-6. Toujours en guerre électronique, le E-8 G-Star. Le célèbre AWACS, qui est très connu. Chez nous, on l'a appelé le 3F Sentry, qui est arrivé dans les années 90 dans l'armée de l'air. Et la version ravitailleur. Donc ici, vous avez le KC-135. Et la version française, le C-135 FS. Qui a changé de motorisation, puisqu'au départ il était avec une autre motorisation, il arrive en même temps que le Mirage 4. En version toujours guerre électronique, vous avez le RC-135, le WC-135, et puis il fait aussi des bancs d'essai volants, donc avec une autre aile, etc., qui est le JKC-135A. Alors le 707, on peut le voir dans des films, les BD, etc. Donc par exemple à la fin du long métrage, le CAF se rebiffe, réalisé en 61, on voit Maurice Biraud et Jean Gardin qui s'envolent à bord d'un Boeing 707 aux couleurs d'Air France. Ou aussi, pour ceux qui aiment Tintin, et j'en fais partie, au début de l'album de la bande dessinée, Vol 714 pour Sydney, Tintin, Milou et le capitaine Haddock, ils atterrissent à Jakarta dans un Boeing 707 de la compagnie australienne Qantas. Ils arrivent également à San Theodoros à bord d'un 707 dans l'album Tintin et les Picaros. Les avions sont visibles aussi dans tous les films Airport, ou quasiment, on voit des Boeing 707. Et puis, pour ceux qui sont fans de maquettes, vous pouvez en faire plusieurs versions. Les accidents. Alors Olivier a préparé une vidéo sur le sujet, je vous invite à la visionner quand on pourra la voir. Pour résumer, il y a eu 153 accidents occasionnant la perte d'un appareil, dont 74 ont tué au moins une personne. Rapporté au nombre de vols effectués par ces avions, cela correspond à un taux de 8,84 pertes d'appareils par million de vols, donc 4,28 d'accidents mortels. C'est un taux d'accident typique des jets de la première génération,
mais extrêmement élevé comparé aux avions de la génération suivante. Pour le 747, par exemple, les taux sont 8 fois moins élevés. Souvent, si l'on ajoute les accidents survenus à des avions militaires et les avions détruits au sol, par exemple lors d'incendies, un total de 175 Boeing 707 et 23 Boeing 720 ont été détruits. Le plus meurtrier des accidents survenus à un 707 est la catastrophe très connue d'Agadir en 1975. Il s'agit d'un avion jordanien affrété par le Royal Air Maroc pour une liaison entre Paris et Agadir qui a percuté une montagne. Cet accident fait 188 morts. S'il fallait se rappeler d'une chose, le Boeing 707 est capable de transporter à l'époque 142 passagers à 900 km/h, le double des avions de l'époque. 1012 exemplaires sont construits entre 58 et 79 pour la version civile et jusqu'en 1991 pour la version militaire. Où peut-on les voir? Alors le prototype est exposé dans l'annexe du National Air and Space Museum depuis 1972. Donc pour voir aussi dans des musées en Israël, aux USA, à San Diego, au Canada, en Écosse. Un ancien 707 de la Paname est conservé en Iran et sert de restaurant à proximité de l'aéroport de Téhéran. Et puis là, vous avez un morceau qui se trouve dans les réserves d'Uni, du musée de l'air et de l'espace, et un autre 707 complet, toujours à Duni. Et John Travolta a eu aussi lui-même un Boeing 707 et il l'a donné au musée australien. Merci de votre attention.